Comme cela s'est produit tant de fois auparavant, lorsqu'un officier attaque brutalement un soldat noir décoré en plein jour, il pense que son injustice raciale sera ignorée. Il a tort. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez avant que nous ne commencions. Si vous vous souciez de la justice et de la responsabilité, vous allez adorer cette histoire. Il ne sait pas que l'homme qui l'a mis à terre a un fils capable de renverser tout le gouvernement. C'est une histoire qui va vraiment choquer la communauté à propos des crimes contre les droits civiques et d'une lutte sans fin pour un changement de justice. Inscrivez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres dorées sur la petite ville du sud alors que John Oliver Smith conduisait dans les rues bien connues à 68 ans. Oliver était une figure bien connue de la ville. Il avait servi son pays au Vietnam et avait tranquillement aidé sa communauté toute sa vie. Il avait retrouvé de vieux amis aujourd'hui au foyer des anciens combattants pour quelques heures de café et de récits sur le bon vieux temps. Alors qu'Oliver traversait la place du village, l'après-midi était frais et calme, exactement comme il l'aimait. Quelques personnes commençaient à se rassembler autour d'un des bancs du parc lorsqu'il aperçut quelque chose d'étrange. Oliver dut plisser les yeux pour voir ce qui se passait. L'officier Roy M. C. Dougal était au centre de tout, dominant un jeune homme qui semblait mal à l'aise et piégé. Roy était facile à repérer pour Oliver, car l'agent de police était connu pour aggraver les choses plutôt que de les améliorer. On disait depuis longtemps que Roy était méchant avec les jeunes et les personnes qui ne lui ressemblaient pas, même s'il était policier depuis des années. La voix de Roy perça l'air, et le jeune homme, qui semblait à peine sortir de l'adolescence, se tenait raide. L'atmosphère était tendue, et Oliver pouvait voir la peur dans les yeux du garçon alors qu'il essayait de sortir quelque chose de ses poches. Il regarda autour de lui et vit que les mains du garçon tremblaient. Les quelques personnes présentes à proximité semblaient hésiter entre aider ou partir. Ce que ressentait Oliver dans ses tripes lui disait que la situation allait empirer. Il soupira et s'avança vers eux. « Tout va bien par ici, officier ?» demanda Oliver d'une voix posée en s'approchant. La tête de Roy se tourna brusquement vers Oliver, et ses yeux se rétrécirent à l'arrivée du vieil homme. « Ça ne te regarde pas, Carter. » Roy était impoli, mais Oliver n'y prêta pas attention. Au lieu de cela, il regarda le jeune homme qui semblait plus effrayé et lui dit « Continue ton chemin. » Plus que tout, lorsque le garçon finit par montrer son identité à Roy, ses mains tremblaient en la lui tendant. Roy la prit, la mit dans sa poche sans même la regarder. Le garçon ne semblait pas poser de problème, mais Oliver dit « Je ne fais que passer. » Roy serra la mâchoire et ses yeux s'assombrirent. Oliver savait qu'il ne faisait pas face à un simple policier en colère, mais à quelqu'un qui cherchait une raison de libérer toute la colère qui bouillonnait en lui. « Ne t'occupe pas de ça, je te l'ai dit. » Roy lança un regard noir et s'avança vers Oliver, comme si cela devait suffire à l'effrayer, mais Oliver avait déjà affronté bien pire qu'un policier en colère et ne broncha même pas. « C'est quelque chose que j'ai vu tant de fois, je sais quand les choses vont mal tourner. » Bien que Roy détestât le calme et la tranquillité, quiconque osait remettre en question son autorité tendait les gens autour de lui, et l'air était lourd de tension, comme un ressort prêt à se rompre. Roy se crispa, et son visage devint rouge de colère. Habitué à être en charge, il sentait son pouvoir lui échapper sous les regards de la foule. Oliver ne cédait pas, affirmant qu'il n'y avait aucune raison d'utiliser la violence. Il regarda Roy droit dans les yeux et lui dit « Laisse partir le garçon. Il ne semble rien avoir fait de mal. C'était le coup de grâce. » Le visage de Roy changea. Alors que les choses dégénéraient rapidement, la foule poussa un cri de stupéfaction lorsque Roy, furieux, poussa violemment Oliver, le faisant tomber à la renverse avant qu'il ne puisse réagir. Une fois de plus, Oliver ressentit la douleur familière dans ses articulations alors qu'il se relevait lentement, mais après des années de lutte. Oliver savait qu'il aurait dû dire à l'officier de reculer, mais il ne pouvait pas, car il se sentait coupable. Son calme durement acquis lui disait de reculer et de laisser tomber. Roy cessa d'écouter, son corps rigide de colère, les bras crispés. Soudain, il balança son poing et frappa Oliver en plein visage. Le coup fut si violent qu'Oliver fut projeté en arrière, son corps s'effondrant au sol. Oliver parla doucement. Sa voix était basse, mais elle portait le poids de quelqu'un qui n'avait pas peur d'argumenter. C'était horrible quand sa tête a violemment heurté le sol. Tout sembla s'arrêter un instant alors que la foule choquée regardait avec crainte le sang commencer à couler sous la tête d'Oliver. Des gens se précipitèrent pour aider Oliver alors que le chaos éclata, et certains sortirent leur téléphone pour enregistrer la scène effrayante. Roy recula. La fureur soudaine avait pâli son visage et l'avait laissé à bout de souffle. Son esprit tournait à toute vitesse, il attrapa sa radio et commença à appeler de l'aide d'une voix tremblante, mais il savait qu'il devait reprendre le contrôle de la situation. Roy n'avait aucune idée que ce qu'il venait de faire avait déclenché une chaîne d'événements bien plus grande qu'il ne l'aurait imaginé, et les choses échappèrent rapidement à son contrôle. Dans son récit, il semblait qu'Oliver avait attaqué en premier, et son cœur battait à tout rompre tandis qu'il réfléchissait à sa défense. Oliver paraissait incroyablement faible et inerte alors qu'il restait immobile au sol. Du sang pâle s'écoulait de l'arrière de sa tête,
là où elle avait heurté le trottoir. Certaines personnes se précipitèrent pour s'agenouiller à ses côtés, tandis que d'autres restaient figées sous le choc. Le jeune homme qui avait déclenché la confrontation restait immobile, les yeux écarquillés de peur. Il regardait l'officier Roy MC Dougal, qui, lui aussi, semblait effrayé et tremblait visiblement. Ce qu'il venait de voir les avait secoués. Quelqu'un appelait une ambulance, et une femme criait d'une voix terrifiée. Roy se redressa et retomba rapidement, ses poings toujours serrés comme s'il se préparait à frapper à nouveau. La colère qui l'avait animé s'était transformée en quelque chose de plus froid et calculé. Mais il cafouilla avec sa radio et dut aboyer des ordres pour obtenir de l'aide immédiatement. Il se redressa en voyant le petit groupe de personnes rassemblées autour d'Oliver. Il tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais elle lui échappait déjà. Sa voix tremblante trahissait sa peur. Ses mots étaient empreints d'un mensonge qui, il l'espérait, le sauverait. Nous avons un suspect blessé qui a besoin d'une aide médicale au parc. Les spectateurs levaient leur téléphone un à un pour enregistrer le moment où le corps inanimé d'Oliver Smith gisait au sol, et où le policier responsable se tenait au-dessus de lui, pâle et ébranlé. La scène qui serait bientôt diffusée dans de nombreux endroits au-delà de ce petit parc. Lorsque l'ambulance arriva, les sirènes retentirent, et les secouristes se précipitèrent vers Oliver. L'un d'eux, un jeune homme avec une urgence dans le regard, vérifia rapidement et soigneusement le pouls d'Oliver, constatant qu'il n'allait pas bien. Le corps d'Oliver était mou lorsqu'ils l'installèrent avec précaution sur un brancard, tentant de le stabiliser. Il pourrait avoir subi une blessure cérébrale, murmura l'un des secouristes à son collègue. Il doit être évacué d'ici. Le bruit de la foule. Oliver respirait difficilement tandis que les secouristes le transportaient vers l'ambulance. Alors qu'il travaillait rapidement, un fin tube d'oxygène lui était administré. Quelqu'un demanda au secouriste s'il allait s'en sortir juste avant qu'il ne referme les portes de l'ambulance. Ils répondirent, c'est mal engagé. Les spectateurs, choqués, réalisèrent qu'Oliver était quelqu'un qu'ils connaissaient, qu'ils aimaient et même respectaient. Je ne sais pas pourquoi, mais la tension et l'inquiétude persistaient même après le départ de l'ambulance, les sirènes s'éloignant au loin. La foule était maintenant silencieuse, observant Roy, qui se tenait seul. Sa peur initiale avait disparu, remplacée par une résolution froide et inébranlable. Il pouvait sentir le poids de leurs pas et le jugement silencieux dans leurs regards. Sa main bougea vers son étui, mais il s'arrêta, sachant qu'il n'était plus aux commandes de cette situation. Un homme dans la foule prit soudain la parole, pas assez fort pour ne pas être entendu, ce n'était pas de la légitime défense. « Roy, tout le monde a vu ce que tu as fait. » Roy regarda l'homme, puis les autres membres de la foule. Les murmures devinrent plus forts, les accusations flottant dans l'air. Personne n'osa encore retirer complètement ses paroles. Roy aboya pour essayer de maintenir son autorité et s'impliquer dans les affaires policières, mais personne ne l'écoutait, et les téléphones continuaient d'enregistrer, rendant ses ordres inaudibles. Le peu de pouvoir qu'il avait était en train de lui échapper, glissant dans son estomac. Après avoir ressenti une poussée de colère, il tourna le dos à la foule et se mit à marcher rapidement, déjà en train de penser à ce qu'il devrait faire ensuite. Il devait changer son récit avant que d'autres policiers n'arrivent et le surprennent. Roy fut longuement observé par le chef de la police. Le chef était un homme dur qui avait été policier plus longtemps que la plupart. Il jeta un bref regard à la tache de sang sur le trottoir là où Oliver était tombé, puis à la foule qui restait sur place. La voix basse et précipitée de Roy l'avertit que les choses étaient allées trop loin. Ce gars s'est énervé quand j'interrogeais le gamin. J'ai dû me défendre. Le chef, MC Dougal, dit à voix basse, de manière à ce que seul Roy puisse l'entendre, peu importe quelle version tu donnes. Ça va devenir un vrai bordel, alors j'espère que ton histoire tiendra la route. Les choses étaient déjà devenues ingérables. Quand un autre officier arriva sur les lieux, le chef se retourna et lui ordonna d'évacuer la zone d'une voix ferme. Roy avait déjà été dans des situations tendues auparavant, mais cette fois c'était différent, ce n'était pas une simple arrestation qui avait mal tourné. Même s'il avala difficilement sa salive, l'adrénaline continuait de pomper dans son corps. Plus il restait là, plus il réalisait à quel point il avait mal jugé la situation. Le soir venu, quand les informations locales furent diffusées, des vidéos de l'affrontement circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Selon la vidéo, Oliver avait tenté de calmer la situation avant que Roy ne l'agresse violemment. Peu après, une manifestation publique éclata, et des gens se rassemblèrent sur la place de la ville pour exiger des réponses. Rapidement, des pancartes « Justice pour Oliver » furent fabriquées à la hâte, et les manifestants réclamaient la suspension immédiate de Roy. Personne ne fut heureux d'apprendre qu'un vétéran respecté avait été frappé en plein jour. Beaucoup de gens avaient toujours eu peur secrètement de la brutalité policière sans jamais oser en parler. Maintenant, ils dénonçaient l'injustice au centre médical. Alors que l'état d'Oliver s'aggravait, les médecins tentèrent de réduire l'enflure de son cerveau, mais ils ne pouvaient garantir une amélioration. Il avait perdu conscience.
Son corps ne réagissait plus, et le pronostic restait incertain. La chambre d'hôpital, autrefois utilisée pour sa convalescence, était maintenant un lieu d'attente pour des nouvelles qui allaient changer sa vie. Un petit groupe de membres de la famille et d'amis d'Oliver se tenait à l'extérieur de l'hôpital. À mesure que la nuit tombait et que les tensions augmentaient, les gens commencèrent à comprendre qu'une tragédie venait de se produire, une tragédie difficile à oublier. Parmi la foule, il y avait d'autres vétérans qui avaient servi avec Oliver ou qui le connaissaient du centre communautaire. Leurs visages étaient empreints de colère, de tristesse et d'incrédulité. Les choses allaient vraiment mal en ville, et Oliver Smith, que tout le monde admirait, était sur le point de mourir. Le téléphone de Tom Smith sonna tôt dans la soirée, détournant son attention des papiers qui encombraient son bureau. À n'importe quel moment de la journée, Tom avait l'habitude de recevoir des appels concernant des affaires, des questions politiques, ou des violations des droits civiques. Mais cette fois, il décrocha le téléphone sans savoir de qui il s'agissait. Les murs de son bureau étaient couverts de diplômes et de récompenses qui témoignaient de son parcours jusqu'au poste de procureur général de l'État. Même si la voix de l'autre côté de la ligne tremblait, celle de Tom, quant à elle, était claire et rapide. « Cher Monsieur Carter, je ne sais pas comment vous l'annoncer, mais cela concerne votre père. » Le cœur de Tom s'accéléra, alors il demanda. Le calme régnait à l'extérieur. La femme commença à parler de ce qui s'était passé, mais ses mots se mélangeaient. La personne impliquée dans l'incident au parc était un policier, et Tom avait été gravement blessé. Les mots eurent l'effet d'un train de marchandises. Oliver Smith, son père, qui avait toujours été un pilier de force et avait survécu à des années de dur labeur et de guerre, gisait désormais dans un lit d'hôpital, plongé dans le coma, à peine en vie. Tom ne bougea pas. Il avait du mal à comprendre la gravité du fait qu'un policier avait blessé son père et l'avait plongé dans le coma. « Monsieur Carter, êtes-vous là ?» Il fallut un instant pour que la voix de l'autre côté de la ligne réponde « Oui, je suis là. » Puis, d'une voix calme et posée, Tom répondit « J'arrive. » Il reposa le téléphone sur son bureau, mais sa main tremblait légèrement après la fin de l'appel. Tom savait que son père avait été blessé, mais ce n'était pas un accident, c'était dû à ceux qui étaient censés le protéger. Il resta assis là un long moment, le cerveau en ébullition. Son père pourrait ne jamais se réveiller dans ce lit d'hôpital. Mais il ne savait pas encore à quel point la situation était grave, et l'officier, quel qu'il soit, ne savait pas non plus que l'homme qu'il avait envoyé à l'hôpital était le père du plus haut responsable de la police de l'État, un homme qui avait consacré sa vie à la justice et à la responsabilité. Tom se leva rapidement et enfila son manteau. Il réfléchissait déjà à ce qu'il devait faire. Il avait vu des situations similaires se produire auparavant, des dissimulations d'abus policiers et des tentatives d'ignorer la vérité, mais cette fois-ci, c'était personnel. Son bureau, propre et professionnel, semblait trop silencieux alors que la tempête approchait. Qu'a déclenché ce policier? Il n'avait aucune idée. Lorsque Tom arriva à l'hôpital, il faisait presque nuit. Son esprit tournait à toute vitesse, mais son visage restait impassible et déterminé. Tom n'était pas juste un membre inquiet de la famille, il était le procureur général de l'État, ce qui signifiait qu'il avait le pouvoir de détruire un système corrompu et de révéler toutes les mensonges et les injustices au grand jour. Avant de partir, il s'arrêta à l'hôpital pour voir son père. Ensuite, il veillerait à ce que tous les policiers impliqués et toutes les personnes qui avaient laissé faire paient le prix. Oliver Smith était son père et lui avait appris à défendre ce qui est juste. Il était allongé dans un lit d'hôpital, des tubes sortant de ses bras. Son visage était pâle, immobile. À travers des années de procès et de service public, Tom avait appris à séparer ses émotions et à les réprimer jusqu'à ce qu'il soit temps d'agir. C'était presque insupportable. Tom se tenait au bord de la pièce, les poings serrés. Le bruit des machines remplissait la pièce. Les bips du moniteur étaient comme un compte à rebours, lui rappelant qu'il avait peu de temps pour réparer les torts. Une infirmière entra discrètement dans la pièce et dit « Il est stable pour le moment, mais la blessure à la tête. » Tom hocha la tête, sans quitter son père des yeux. Elle chercha ses mots et finit par dire « C'est grave, nous faisons tout ce que nous pouvons. » Tom était seul avec ses pensées pendant un moment, et tout ce qu'il pouvait entendre, c'était les bips réguliers des machines. Les mots qu'il avait entendus au téléphone tournaient en boucle dans son esprit. L'homme avait dit « Merci » d'une voix rauque mais stable. Après lui avoir adressé un sourire triste, elle quitta rapidement la chambre. Coma après une altercation avec la police. Pour ce qu'ils avaient fait, un officier allait maintenant affronter tout le poids de la loi. Tom prit une grande respiration et poussa un cri. Sa colère ne faisait qu'empirer. Son père était à l'hôpital à cause d'une maladie. Son père avait servi son pays avec honneur. Quelqu'un qui disait vouloir protéger les gens au lieu de leur faire du mal était tellement hypocrite que cela en devenait douloureux pour Tom, mais il ne laissait pas ses émotions l'envahir car il avait du travail à faire et la ville était en ébullition. Dès que Tom quitta l'hôpital, la nouvelle de ce qui s'était passé s'était rapidement répandue, et les protestations commençaient déjà.
Devant le poste de police, un grand groupe de personnes brandissant des pancartes avec le nom d'Oliver exigeait des réponses. Tout le monde dans l'État avait vu les vidéos de l'agression, alors Tom savait que cela allait arriver. Beaucoup de gens connaissaient le visage de Tom. Le public savait qui il était, mais les journalistes qui attendaient devant l'hôpital le savaient immédiatement, ce qui rendait son apparition encore plus importante. Avec leurs caméras, quelques reporters se faufilèrent en avant et capturèrent chacun de ses gestes alors que les curieux posaient leurs questions. « Pouvez-vous nous donner des nouvelles de l'état de santé de votre père, Monsieur Carter? Avez-vous quelque chose à dire sur l'acte du policier ?» Le ton de Tom était calme, mais sa colère était évidente. Il se redressa et parla avec une autorité tranquille qui trancha dans le chaos. « Mon père est dans un état critique, déclara-t-il. Il y aura une enquête complète, et je n'arrêterai pas tant qu'elle ne sera pas terminée. La vérité éclatera et justice sera rendue. » La foule cessa de parler. Les journalistes prirent des notes pendant que les caméras continuaient à filmer l'impact des paroles de Tom. Ils ne dirent plus un mot. Tom se retourna et monta dans sa voiture. Ses avocats avaient déjà été appelés et collectaient des preuves pendant qu'ils se préparaient à poursuivre le système qui avait permis que cela arrive. L'atmosphère de la ville semblait plus lourde ce matin-là, et l'officier de police qui avait envoyé son père à l'hôpital n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Le visage d'Oliver était couvert de sang. C'était un homme respecté et bien connu pour son service. L'image de lui allongé dans le parc fut diffusée sur de nombreux réseaux d'information et devint un symbole de quelque chose de bien plus grand. Mais pour Tom Smith, ce n'était pas seulement des reportages ou des symboles. C'était son père, et ce fait pesait lourdement sur lui alors qu'il était assis dans son bureau, entouré de son équipe, en train de passer en revue les preuves qu'ils avaient recueillies jusqu'à présent. Il avait passé toute la nuit à examiner chaque détail, y compris les déclarations des témoins, les vidéos de l'agression, les dossiers de police et les témoignages. Un tableau commençait à se dessiner, et ce n'était pas flatteur pour l'officier. Le père de Roy était sous le choc car MC Dougal avait utilisé une force excessive, mais ce n'était pas seulement MC Dougal. Tom savait qu'il y avait plus que cela. Roy avait causé des problèmes pendant longtemps. L'avocat de Tom examina le dossier personnel de MC Dougal, qui avait été soumis par un employé du département ayant dénoncé des méfaits, et déclara que l'homme avait été protégé malgré de nombreux rapports de partialité raciale, de recours excessif à la force, et de harcèlement. La mâchoire de Tom se crispa lorsque le conseiller révéla que la plupart des rapports n'étaient même jamais arrivés devant la commission de révision. Cette fois-ci, cependant, il ne pourrait pas le dissimuler en raison de l'indignation publique et des preuves vidéo. Tom regarda de nouveau la vidéo de l'agression. Devant lui, il y avait une vidéo au ralenti montrant Roy frappant son père. Oliver ne pourrait jamais oublier ce coup, cette chute, et cette mare de sang sous sa tête. Il acquiesça en réalisant que cette affaire ne concernait plus seulement un officier, mais l'attitude de protectionnisme du département et la manière dont ils avaient laissé des officiers comme MC Dougal agir impunément pendant trop longtemps. Des charges seraient portées contre MC Dougal. Tom dit d'une voix froide, « Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Je veux une enquête complète sur la manière dont le département a géré ces accusations. Si la corruption est découverte, elle sera rendue publique, et ceux qui l'ont dissimulée seront punis avec lui. » L'officier Roy MC Dougal était assis dans le bureau de police de l'autre côté de la ville, regardant les événements de l'affaire se dérouler. Il devenait de plus en plus tendu en les observant. Les médias ne cessaient de parler de lui, et son nom était partout dans les gros titres. Son équipe était d'accord, car il savait que Tom n'avait pas peur d'agir lorsqu'il s'agissait de justice. Tous les médias de l'État parlaient de ce qu'il avait fait, la ville était en ébullition, et des gens manifestaient devant le commissariat, réclamant son arrestation. Roy avait déjà eu des ennuis avant, mais cette fois les choses allaient de mal en pis. Comment diable aurais-je pu savoir que le procureur général de l'État était le fils de Tom Smith? Il arpentait la pièce devant Roy et lui dit, « Roy, tu dois te faire discret pendant un moment. Cela tourne vraiment à la tempête. » Roy perdit son calme en entendant les notes de peur dans sa voix. Roy était intervenu sans rien dire, et cela allait faire la différence. « Tu penses que parce qu'il y a des enregistrements, personne ne prêtera attention à ce qu'il a dit ou non, car le chef l'a interrompu. Roy, ce que tu as fait a été vu par beaucoup de gens. » Roy se renversa dans sa chaise et se frotta le visage avec la paume de la main. Il avait l'impression que la situation était trop lourde à gérer. Il avait fait une grosse erreur et n'avait nulle part où aller maintenant. Le patron croisa les bras et soupira en s'appuyant contre le bureau. « Nous allons faire ce que nous allons mener une enquête complète. » Cet après-midi-là, Tom tint sa première conférence de presse devant le bâtiment. Il se tenait droit tandis que les flashs des caméras crépitaient et que les journalistes criaient des questions depuis la foule. Son visage était serein, mais tout le monde pouvait voir la détermination dans ses yeux. « Je veux être clair », commença Tom d'une voix calme et ferme. Si Carter avait quoi que ce soit à voir avec ça, il s'arrêta de parler et ne termina pas sa phrase. « Il n'y aura aucune dissimulation de ce qui s'est passé dans le parc,
ni de protection des personnes impliquées. Justice sera rendue pour ce qu'a fait l'agent Roy McDougal. Alors que les journalistes murmuraient, les gens dans la salle se turent et griffonnèrent rapidement sur leur carnet. Nous allons inculper l'agent McDougal pour avoir agressé mon père, Oliver Smith, car le caractère de Tom précédait sa réputation, et il était connu pour avoir une politique de « tolérance zéro » envers la corruption. Personne ne doutait qu'il s'engagerait dans cette affaire avec toute son énergie maintenant que son père était à l'hôpital. Tom poursuivit, mais cette enquête va au-delà de ce qu'a fait un seul officier. Nous examinons comment le service de police a traité les accusations portées contre l'agent McDougal dans le passé, et nous nous assurons que toute faute au sein du département soit révélée. Même si Tom n'éleva pas la voix, ses paroles étaient si graves qu'elles flottaient dans l'air comme un nuage de pluie. Il était évident qu'il était déterminé. Il ne visait pas seulement McDougal, mais également tous ceux qui l'avaient protégé et laissé agir violemment sans jamais être inquiétés. Un journaliste prit la parole, sa voix couvrant les murmures de M. Carter. « Pouvez-vous nous dire comment va votre père ?» Un changement subtil traversa le visage de Tom. Il répondit doucement, « Nous gardons espoir, mais nous nous préparons à toute éventualité. » Puis il prit un moment pour rassembler ses pensées. « Mon père reste dans un état critique, dit-il. » Après cela, le silence se fit. Peu après, la conférence de presse se termina, mais l'essentiel était dit. Les journalistes se regardèrent, reflétant à quel point Tom était affecté et déterminé, une constance qui avait marqué toute sa carrière. Tom Smith n'était pas un officier corrompu, il était ici pour accomplir son devoir. Aucun département ne se mettrait en travers de son chemin alors qu'il retournait au commissariat. Le chef observait les manifestants se rassembler à travers la fenêtre de son bureau. La foule grossissait d'heure en heure, remplissant les rues avec l'espoir que justice serait rendue pour J.A. Roy était assis dans un coin, la tête entre les mains. Le chef le regarda de nouveau. « Nous ne pouvons pas te protéger de ça. Tu es seul, dit-il d'une voix grave. Roy ne répondit pas, car ce qui allait arriver était trop lourd à supporter. Tom. Cela faisait des jours que son père avait été violemment battu, et tandis que l'équipe de Tom avait beaucoup progressé dans l'enquête, Carter sentait la pression peser sur lui. Il n'avait pas beaucoup dormi, et chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son père allongé dans ce lit d'hôpital, relié à des machines et des tubes qui le maintenaient en vie. Il consulta l'heure. Il était tard dans l'après-midi, mais son équipe travaillait sans relâche pour se préparer à ce qui les attendait. Cela promettait d'être un combat long et épuisant. Trop de gens suivaient cette affaire et trop de choses étaient en jeu pour qu'il abandonne. Lorsque son téléphone sonna, l'un de ses principaux détectives le sortit de ses pensées. Le détective avait plongé plus profondément dans le passé de McDougal et avait découvert que c'était pire que ce qu'ils avaient imaginé, avec une longue histoire de recours excessif à la force. Nous avons trouvé des notes internes du département concernant son comportement, dit-il, montrant que le chef savait que McDougal était un problème. La mâchoire de Tom se serra alors qu'il tenait le téléphone. S'il avait pensé que le département couvrait Roy, c'était une chose. Mais avoir des preuves que le chef était au courant de la corruption systémique au sein de certaines parties des forces de l'ordre, c'était autre chose. Cela le choquait de voir que cela avait duré si longtemps et que des officiers comme Roy avaient été protégés. Chaque mémo, chaque rapport privé, et tout ce qu'ils ont tenté de cacher révélera tout, dit Tom d'une voix basse mais ferme. Le détective ajouta que les choses devenaient tendues et qu'il pensait qu'une rupture était proche. Tom avait toujours été méthodique et réfléchi, alors il ne pouvait pas se permettre d'être émotif maintenant. Mais tandis qu'il se préparait à éradiquer la corruption au sein du département de police, un conflit intérieur grandissait en lui. Il raccrocha et regarda par la fenêtre les manifestants qui grossissaient devant le bâtiment. Il savait que les choses pourraient devenir incontrôlables s'il n'obtenait pas justice rapidement. Mais il sentait l'ampleur de ce qu'il avait à affronter avec chaque avancée et chaque nouvelle preuve que son équipe découvrait. Son père était dans le coma à cause d'un système qui l'avait trahi. Il avait servi son pays et avait été un modèle de force et de résilience. Chaque fois que Tom pensait à Oliver et à toutes les leçons et idéaux que son père lui avait enseignés, cela lui serrait le cœur. Tout au long de sa carrière, Tom avait toujours travaillé pour la justice, respectant les principes d'intégrité et faisant ce qui était juste, même quand c'était difficile. Mais puisqu'il s'apprêtait à dénoncer, à cause de la corruption qui avait permis à l'agresseur de son père d'agir en toute impunité, il sentit monter en lui cette tristesse et cette colère familière qui s'apprêtait à le submerger. Roy McDougal, assis dans le petit appartement où il se cachait depuis quelques jours, avait l'impression que les murs se refermaient sur lui. Il voyait comment les médias le détruisaient morceau par morceau, le dépeignant comme un monstre dans chaque gros titre, chaque reportage, et chaque tweet furieux venant de la foule devant le poste de police. Il avait été renvoyé de la police, sa carrière était probablement terminée, et le chef l'avait en quelque sorte abandonné. L'avait envoyé au loup, lui conseillant de se taire et d'espérer le meilleur. Mais Roy savait qu'il ne pourrait pas s'en sortir avec Tom Smith aux commandes.
Roy hésita à répondre au téléphone quand il sonna, c'était son avocat. Ils sont après toi. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire à moins que tu ne sois prêt à passer un accord, dit l'avocat d'une voix froide. Le sang de Roy se glaça. Un accord? Je ne peux pas aller en prison. L'avocat continua, en fait, ils ont des preuves vidéo et examinent ton dossier. Dans cette affaire, l'avocat ne cessait de pousser Carter à bâtir un dossier solide, menaçant d'utiliser tous leurs outils contre toi si tu n'es pas d'accord. Bien que Roy savait que l'avocat avait raison, il ne dit rien, terrifié par ce qui allait arriver. Il allait en prison et ferait face à d'autres conséquences majeures, et il n'y avait aucune issue à l'hôpital. Les amis d'Oliver et ses anciens camarades vétérans se relayaient à son chevet, mais malgré tous les efforts des médecins, sa situation restait inchangée. Son sommeil était très profond, et le pronostic restait incertain. Ils se tenaient à ses côtés en silence, mais ne cessaient jamais de montrer leur soutien. Tom passait le moins de temps possible à l'hôpital avec son père chaque jour, mais chaque visite le plongeait davantage dans le désespoir. Oliver, l'homme qui avait toujours été un pilier dans la vie de Tom, gisait maintenant immobile, à peine en vie. Il avait l'air si petit et si immobile. « Salut, papa » murmura Tom. « Je fais tout ce que je peux, je vais obtenir justice pour toi. » Une nuit, alors qu'il était assis à côté du lit d'hôpital d'Oliver, il posa sa main sur celle de son père, tandis que les machines continuaient à biper. Par moments, Tom se demandait s'il avait la force de continuer à travailler sur cette affaire, car c'était trop personnel, et il avait l'impression que le poids de cette situation pourrait l'écraser. Mais il se rappelait ensuite les paroles de son père et les leçons qu'il y avait enseignées. Le battement d'Oliver était le seul son dans la pièce tandis que Tom se renversait dans sa chaise, les yeux brûlants de fatigue et de tristesse. Cette pensée l'apaisa. « Fils, tu ne renonces pas à une bataille tant qu'elle n'est pas terminée, » se répéta-t-il. Il fit une pause pour s'essuyer les yeux et regarda autour de lui. Quand Tom Smith entra dans le bureau du chef de police, les murs lui semblèrent incroyablement étroits. Même s'il ne pouvait le voir, sa présence était lourde de pouvoir. Bien que son père se battait pour sa vie, Tom continuerait à se battre jusqu'à ce que le travail soit terminé. Le chef Leland Green était assis derrière son bureau, les bras croisés, essayant de garder le contrôle. Mais il pouvait sentir la tension dans la pièce, car le département était sous attaque, et il savait que Tom Smith n'était pas venu pour une discussion amicale. Il jeta un coup d'œil autour de son bureau, ses yeux s'attardant sur les récompenses encadrées. L'emblème du département, qui pendait derrière le bureau du chef, et les photos d'agents rieurs sur le mur montraient tous que l'organisation avait laissé la corruption se développer en son sein et avait trahi son père ainsi que la communauté. Le chef Green se racla la gorge, essayant de sourire, mais sans vraiment y parvenir. « Carter, merci d'être venu discuter de la manière de sauver la situation. » Tom coupa court d'une voix ferme, « Nous ne sommes pas ici pour des mondanités. » Il ne prit même pas la peine de s'asseoir. Le chef Green se tendit, et le sourire forcé disparut de son visage. « Attendez une minute. M.C. Dougal a toujours eu un mauvais caractère, mais c'est sa mauvaise colère qui a tué mon père. Il a agi seul, il n'y a pas eu de complot du personnel. » Tom l'interrompit soudainement. « Il ne s'agit pas seulement de M.C. Dougal, mais aussi de la manière dont votre département a traité les plaintes contre lui, des mensonges que vous avez racontés, et de la culture du silence que vous avez laissé s'installer sous votre direction. » Green se laissa soudain tomber dans sa chaise, usé par la pression de la situation. Il connaissait Tom Smith depuis des années et l'avait vu gravir les échelons du système judiciaire pour devenir procureur général de l'État. Mais ce Tom était différent de tous ceux que Green avait vus. Jamais disposé à transiger. « Il y a des preuves, » poursuivit Tom, des notes internes du chef qui expliquent pourquoi les plaintes contre M.C. Dougal ont été rejetées sans enquête suffisante. Des mémos avec votre nom dessus. Alors que Green se redressait, il sentit les murs se refermer sur lui. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Roy M.C. Dougal était accusé d'agression et de mauvaise conduite parce que Tom ne faisait pas semblant, il avait des preuves. Si cela s'avérait vrai, la carrière de Green serait terminée, et pire encore, le département serait vu comme un terreau fertile pour la corruption. Le discours de Tom resta ferme et calme, mais il ajouta, « Ce n'est pas tout. Nous allons examiner en profondeur votre département. » Il se déplaça dans son fauteuil et posa ses mains sur le bord de son bureau. « Chaque plainte ignorée et chaque rapport modifié pour protéger vos agents sera rendu public. Carter, tu sais déjà comment ça marche. » D'une voix basse, il ajouta, « Nous devons garder les yeux ouverts parce que le chaos survient de temps en temps. » Une colère éclata. La pièce resta silencieuse un long moment alors que les paroles de Tom résonnaient dans l'air, et Green savait qu'il n'y avait plus de sortie. « Ce n'est pas votre travail, c'est de protéger ce quartier des mauvais policiers. Vous avez échoué à cela, et maintenant vous devez en assumer les conséquences. » Le visage empreint de tristesse, Green s'affaissa dans sa chaise. « Que voulez-vous de moi ?» Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de trouver une issue,
mais il n'en voyait aucune. Tom ne bougea pas. Je veux une coopération totale dans l'enquête et un accès à tous les dossiers. Je veux que votre département admette publiquement les erreurs qui ont conduit à l'attaque contre mon père, et d'ici la fin de la journée, je veux que tous les emails concernant le mauvais comportement de McDougall soient sur mon bureau. Green prit une profonde inspiration et déglutit difficilement. Il savait qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire. Vous les aurez, dit-il, mais sa voix n'était qu'un murmure. Tom ne répondit pas. Il se retourna et quitta le bureau. Il marchait lentement et prudemment, tandis que le chef de police restait assis à son bureau, fixant la porte. Son travail était en danger, et son département était sur le point de s'effondrer. À chaque fois que Roy McDougall vérifiait son téléphone ou allumait la télévision, il s'asseyait dans sa chambre et fixait le mur. Il était terrifié. Les nouvelles étaient pleines d'histoires sur Roy McDougall, l'homme qui avait mis un soldat bien-aimé dans le coma. Il savait ce qui allait arriver, alors Roy ne croyait pas son avocat quand il lui disait de rester silencieux. Tom Smith passait sa vie à mettre à bas des policiers qui pensaient pouvoir abuser de leur pouvoir, alors il avait toutes les raisons de venir ici. Le poursuivant de toutes ses forces, Roy prit son téléphone et commença à faire défiler les articles de presse, chacun pire que le précédent. Ses mains tremblaient. On semblait creuser dans son passé pour trouver chaque plainte et chaque moment où il avait dépassé les bornes. Il ne pouvait plus les arrêter maintenant. Il se souvenait du coup de poing et de la manière dont la tête d'Oliver avait heurté le sol et s'était brisée. Il ne voulait pas que ça aille aussi loin, même s'il était en colère. Ils avaient essayé de sortir le vieil homme du coma, mais cela n'avait servi à rien. Le mal était déjà fait, et Roy savait que le temps lui était compté. Que cela ait été intentionnel ou non, peu importait. Dans son bureau, Tom Smith se tenait devant la grande fenêtre qui donnait sur la zone autour du tribunal. Il semblait que les choses commençaient à s'améliorer. L'enquête avançait, et les pièces commençaient à s'emboîter. Bientôt, Roy McDougall et les policiers corrompus qu'il avait protégés n'auraient plus nulle part où se cacher. Quand son téléphone sonna, c'était son enquêteur principal qui appelait encore. « Nous avons ce qu'il nous faut », dit-elle d'un ton réjoui. « Le chef coopère, et les dossiers arrivent. Nous avons trouvé d'autres plaintes contre McDougall, y compris des accusations de recours excessif à la force et de contrôle au faciès. Ce n'est pas seulement lui, tout le département est compromis. » Le visage sombre, Tom répondit, « Bien, continuez à creuser, nous allons démanteler tout cela. » Il raccrocha tout en gardant un œil sur les manifestants en bas. Un grand événement se préparait en ville, un événement qui allait changer son cours pour toujours, et Tom était prêt à montrer la voie. Il y avait de nombreux journalistes dans le hall. La ville attendait nerveusement une chose, l'arrestation de l'officier Roy McDougall. Les voix des manifestants se mêlaient en un seul rugissement alors qu'ils se pressaient autour des marches. Tom Smith était assis à une table avec ses avocats. Ils avaient tous l'air graves. Après des semaines d'enquête sur Roy McDougall, ils avaient finalement découvert tous les mensonges, rapports secrets et plaintes à son encontre. Ils étaient maintenant prêts à le traduire en justice. Tom parcourut rapidement l'épais dossier devant lui. Les accusations contre l'individu avaient été soigneusement examinées pendant des jours. Elles incluaient des agressions, des inconduites et un passé de comportement raciste que le département de police avait ignoré pendant des années. La porte de la salle s'ouvrit, et l'enquêteuse principale de Tom entra. Même si son visage était tendu, elle était sûre que le moment était venu. Tom hocha la tête et se leva. Une partie de lui ressentait encore le poids de la situation alors qu'il se dirigeait vers le tribunal. Il attendait ce moment pour tenir Roy responsable de ce qu'il avait fait à son père. Il y avait plus que Roy McDougall en cause dans ce gâchis. Un système qui avait échoué son père et bien d'autres officiers de police. Il y eut des cris et des huées de la part de la foule lorsque Roy McDougall fut conduit dans le bâtiment par des policiers. Son attitude autrefois arrogante avait été remplacée par le regard pâle et hanté d'un homme dont la vie s'effondrait, ce qui rendait les manifestants encore plus en colère. Roy gardait la tête baissée et marchait voûté, mais il pensait qu'il pourrait mentir pour s'en sortir et que la police le protégerait comme elle l'avait toujours fait. Mais à mesure qu'il se rapprochait du bâtiment, il réalisa la vérité, on le livrait au loup. Les officiers qui l'accompagnaient ne disaient rien, et il n'y avait aucun sentiment de camaraderie ou de solidarité. Il était désormais seul, tout comme le chef lui avait dit que sa vie le serait. La colère des gens pesait sur lui comme un fardeau, et il pouvait entendre les marches brûler sous ses pas. Quand le juge entra dans la salle d'audience bondée, Tom se tenait droit. Ses mains tremblaient, et son esprit s'agitait alors qu'il essayait de comprendre ce qui avait pu mal tourner. Le juge se racla la gorge et dit, « Nous sommes ici pour inculper formellement l'officier Roy McDougall des accusations d'agression criminelle et d'inconduite officielle. » La salle devint très silencieuse. Parmi les personnes présentes se trouvaient des responsables de la ville, des visages familiers, des amis du père d'Oliver et des soldats qui avaient toujours été là pour lui. Tom était déterminé à ne pas les décevoir. Les violations des droits humains furent énoncées à haute voix,
et le tribunal entama maintenant la lecture des chefs d'accusation. Roy avait perdu tout courage et toute combativité, alors que Tom observait attentivement son visage. Roy restait immobile, le visage blême, et les yeux fixés dans le vide. L'acte d'accusation et les preuves accablantes pesaient sur lui. Aux yeux du juge, il n'y avait aucun moyen de contourner les images des caméras internes du département, les déclarations de témoins et les rapports internes. Rose, l'avocate de Roy, regarda tristement son client. Elle écrivit à voix basse, « Mon client comprend les accusations », et renonça à la lecture de l'acte d'accusation. Dans la salle d'audience, il n'y eut ni cri ni célébration. Il n'y avait que la vérité sobre de ce qui s'était passé. Mais dehors, c'était une autre histoire. Un silence nerveux régnait alors que Roy était conduit hors de la salle, toujours menotté. Tous les regards étaient tournés vers lui. Roy Mcdougall allait désormais être jugé, car les accusations officielles contre lui étaient désormais confirmées. Quand la nouvelle tomba que Roy Mcdougall avait été inculpé, la foule dehors applaudit pour la première fois. Mais Tom savait que le simple fait d'inculper quelqu'un ne suffisait pas, alors son équipe continua d'examiner les dossiers du département de police et découvrit des années d'échecs systémiques. Dans son ensemble, le département avait une culture de complicité et de silence. Les officiers qui avaient souvent dénoncé des biais raciaux, un recours excessif à la force et des inconduites n'étaient pas punis par la direction. Après que le chef ait été surpris en train de cacher des fautes et des appels à la retraite, les avocats de Tom étaient déjà en train de préparer un rapport qui mettrait le département face à ses défauts. Il devenait plus fort. Les habitants de la ville voulaient que les choses changent, et Tom était déterminé à y parvenir. Quelques jours plus tard, il y avait à nouveau une foule devant le bâtiment, mais cette fois pour une autre raison. Le chef de police avait enfin démissionné après des jours de pression croissante. Depuis les marches du tribunal, son départ était vu comme une victoire pour la communauté et un signe que de réels changements commençaient à se produire. Tom Smith annonça à la foule qu'il avait tenu ses promesses jusqu'à présent. Roy avait été inculpé, le chef avait démissionné, et l'enquête sur ce qui s'était passé était terminée. Il poursuivit, même s'il savait qu'il restait encore beaucoup à faire. C'est un pas dans la bonne direction que le chef Green ait démissionné et que l'officier Mcdougall ait été inculpé. Mais nous ne sommes pas encore finis. Ce genre de corruption et de malversation ne se reproduira plus jamais, dit Tom d'une voix ferme et assurée. Mon bureau s'engage à superviser la réforme de ce département de police. Alors que tout le monde acclamait et avait l'impression d'avoir gagné, Tom resta concentré parce qu'il savait que la justice ne consistait pas seulement à punir les coupables. Il s'agissait aussi de rendre le système plus juste et équitable pour tous. Sur le côté des marches, Tom fut abordé par une personne qu'il connaissait. Sarah Thompson, une travailleuse des droits civiques dans la région, proposa son aide. Ils avaient travaillé ensemble dans les semaines qui avaient suivi l'attaque d'Oliver, et ses conseils avaient été très importants pour planifier les manifestations et maintenir la pression sur le département. « Tu as apporté la justice ?» dit Sarah avec un doux sourire. Le quartier avait lutté avec acharnement, mais il avait encore besoin de guérir. Lorsque Tom retourna à l'hôpital ce soir-là, la chambre était vide. Il réfléchit un moment et secoua la tête. « Nous l'avons fait, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. » Elle hocha la tête, car elle savait combien ces mots comptaient. Le garçon regarda son père et ses yeux parcoururent les profondes lignes sur son visage qui montraient qu'il avait traversé beaucoup de choses dans sa vie. Il se rasseyait à côté d'Oliver, le cœur lourd mais un peu plus léger qu'auparavant. La machine continuait de tourner silencieusement, et l'air était pur à cause du désinfectant. Il avait toujours été fort, mais alors que Tom le regardait allongé là, immobile, il comprit que la force ne résidait pas seulement dans le combat, mais aussi dans la volonté de continuer même quand il semblait qu'il n'y avait pas d'issue. Tom chuchota en s'approchant. Il y eut un silence pendant un moment, à l'exception du faible bip des moniteurs. Puis les doigts d'Oliver commencèrent à bouger très lentement. « Papa, je sais que tu es encore là. Je sais que tu te bats encore, et moi aussi. » Même s'il était difficile de le voir, les paupières d'Oliver bougeaient, et Tom s'arrêta net, le cœur battant. Le docteur appela rapidement les infirmières, mais Tom ne remarqua même pas leur présence parce qu'il regardait la main de son père, concentré sur le léger tremblement qui se produisait dans ses doigts. Bien que ce fût très léger, c'était suffisant, et la situation d'Oliver commença à s'améliorer lentement au cours des jours suivants. Il n'était pas encore complètement rétabli, mais il y avait encore de l'espoir qu'il se réveille. Tom s'approcha davantage. Son cœur battait la chamade, et sa respiration était irrégulière, comme s'il se réveillait lentement d'un sommeil profond. Il espérait qu'il s'améliorerait, et pendant qu'Oliver se battait pour sa vie, Tom continuait de lutter pour la justice. Cela avait été une période difficile pour la ville, mais du chaos émergeait quelque chose de nouveau. Une communauté qui avait vu le pire de ces systèmes et était maintenant déterminée à construire quelque chose de meilleur alors que Tom s'asseyait seul. Roy Mcdougall allait bientôt passer en jugement, les flics enquêtaient sur quelque chose, et la ville commençait à se remettre sur pied. Des changements étaient en cours,
et même si cela prendrait du temps, les gens croyaient qu'il pouvait tenir bon. Du côté de son père, alors que le soleil se couchait sur la ville, il se souvenait de leur parcours et de la dureté qu'ils avaient endurée. Mais il voyait aussi à quel point ils étaient déterminés à améliorer l'avenir. À ce moment-là, de longues ombres s'étiraient sur les rues. Tom Smith était sûr qu'ils étaient sur la bonne voie, même s'ils ne pouvaient pas voir ce qui les attendait. Suivre la loi n'était pas la seule chose qu'ils savaient sur la justice. Cela signifiait aussi guérir, faire ce qui était juste et créer un endroit sûr pour des gens comme son père. La bonne voie à suivre. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous dire ce que vous avez le plus apprécié ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour obtenir d'autres histoires comme celle-ci.